Et j'ai demandé au professeur Pauline Saint-Martin de bien vouloir me rejoindre. Vous venez pour deux raisons. À la fois, on s'était dit, vous avez un autre métier, professeur de médecine, médecin, mais dans un cadre un peu particulier. Vous avez un job qui est pas le truc le plus connu qui soit. D'ailleurs, je vous poserai la question de la vocation. Et l'autre élément, c'est vous êtes aussi la présidente de la Maison des Femmes. Et on trouvait intéressant aussi, y compris parce qu'il y a un travail vers les soignants. Et donc, à ces deux titres-là, on pensait utile que vous interveniez. Donc, merci d'abord d'avoir réussi à vous libérer, parce que c'était un peu sportif. Merci beaucoup. Merci de m'avoir proposé de venir. Merci à la Fondation Clariane. Donc effectivement, moi je m'appelle Pauline Saint-Martin, j'ai 44 ans, encore pour quelques jours. Voilà. Je travaille à Tours depuis toujours. En fait, j'ai fait mes études de médecine à Tours et après un lycée à Blois. Et puis, à part une année que j'ai passée aux États-Unis pour ma formation, j'ai toujours tout fait à Tours. Voilà, donc je suis vraiment tourangelle de cœur. Alors, je ne sais pas par quoi je commence, par le job. Le job. Ouais. Alors moi, je suis médecin légiste, voilà. Donc c'est un métier qui est à la fois, vous dites pas du tout connu, mais quand même un petit peu. C'est-à-dire que j'ai entendu déjà des. Ah oui, ouais. Tout le monde a l'impression, enfin, vous voyez, les gens qui regardent la télé. Ma mère, elle lit la Nouvelle République et elle me dit j'ai vu que tu avais fait ça hier. Je pense qu'il est mort de ça. Bah oui, je dis maman, je sais même pas, j'ai pas encore fait l'autopsie, mais je le note, quoi. Bon, donc en fait, les gens. Elle a raison souvent ou pas ? Elle a souvent. Bah oui, c'est ma mère. Hein. Ah oui. Donc en fait. Les gens se sont appropriés ce métier parce que ça fait à peu près une quinzaine d'années que, alors un petit peu moins maintenant, mais pendant au moins 10 ans, il y avait presque tous les soirs sur une chaîne de télé une série où il y avait un légiste. Alors c'était pas forcément le métier principal. Des fois la plupart du temps c'est un policier de police technique et scientifique, mais quand même le légiste était là. Donc bon, c'est pas là-dessus que vous m'avez fait venir, mais disons que moi je suis légiste, donc à la base. J'ai fait médecine pour être médecin légiste à une époque où, si vous calculez mon âge, c'était quand même pas un métier vraiment mis en valeur. On connaissait assez peu, on savait pas du tout ce que c'était, on en parlait, les séries n'avaient pas encore commencé. Mais je sentais que ça allait être un métier que je voyais que par le biais des enquêtes policières. Moi, je pensais pas du tout que c'était un métier de soignant, en fait, d'être médecin légiste. Je me voyais faire des autopsies, en fait. Mais je me voyais participer à des enquêtes, en fait. Et moi, je me disais, je voudrais faire un métier où je m'ennuie pas du tout. Je voulais vraiment qu'un des objectifs de mon métier, parce que ça dure 50 ans quand même, vous l'avez dit, peut-être plus longtemps pour nous quand même, faut pas se leurrer. Il fallait un métier où on s'ennuie pas quand même, parce que c'était important. Et donc je me suis lancée là-dedans et c'est là où c'est amusant parce que finalement, avec les 4 personnes qui étaient là, qui étaient vraiment très intéressantes, on a à la fois pas de points communs et à la fois beaucoup de points communs parce que il y a l'aspect passion, c'est vraiment intéressant ce que vous avez dit, et il y a le fait que des premiers jours, et moi c'est le premier jour qui a tout changé parce que quand j'étais étudiante en médecine, j'ai fait un stage à l'Institut médico-légal et le premier jour, il y a eu une scène de crime. Enfin, le premier jour, en fait, je suis arrivée et le patron m'a dit fais du café parce qu'on était en 2002. Donc, quand une fille arrivait en tant qu'étudiante en médecine, elle faisait le café au patron, quoi. Bon, ça a un petit peu changé quand même. Et ça, c'était à 8h30. Et après, il y a une scène de crime. Et je pense que ça ne serait pas arrivé le premier jour. Ma vie aurait sûrement été différente parce que je suis rentrée le soir chez moi. C'était ce qu'on appelle un féminicide, mais qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque. C'était en 2002. Et je me suis dit, soit j'arrête complètement parce que ça va être super dur, soit je fais ça toute ma vie parce que c'est quand même incroyable, quoi. Voilà. Bon, j'ai décidé de continuer. Alors, en fait, dans les premières années d'exercice, on faisait des autopsies et on voyait déjà des victimes de violences. Parce qu'en fait, on a un rôle de constat pour la police, aussi bien dans l'autopsie que dans l'examen des victimes vivantes. Quand il y a des violences qui ont été commises sur une personne, on doit faire un constat des blessures sur le corps, pour qu'après les policiers ils se rendent compte de ce qui s'est passé et de la gravité des faits. Et ça peut être qu'un médecin qui fait ça. Ça peut pas être un policier qui a accès au corps des victimes. C'est un médecin et c'est le rôle du médecin légiste. Donc on n'est pas vraiment dans le soin. On intervient de manière très ponctuelle auprès de gens qui ont vécu des choses vraiment terribles et on prend des photos, on fait des constats. Et moi, quand j'ai commencé, en fait, on voyait que des gens qui avaient subi des violences physiques.
Et on leur demandait, enfin, souvent elles étaient à l'hôpital, des fois ces personnes venaient nous voir, elles avaient subi des violences, mais il y avait un retentissement des fractures, des blessures, et jamais on demandait aux gens si sur le plan psychologique ça allait ou pas. Voilà. Et j'ai vécu les premières années de ma carrière de médecin légiste en constatant, quoi, en examinant les blessures, les plaies, les bleus, en expliquant aux policiers en quoi c'était des violences. Souvent, les auteurs de violences, ils nient qu'ils ont commis des violences. Donc là, ils disent que la personne est tombée, tout ça. Donc on essayait de dire pourquoi c'était pas possible. Et en fait, avec le temps, et surtout ces dernières années, et vous avez parlé aussi tous et toutes là vous avez tous parlé du Covid en fait, hein, et nous on l'a remarqué aussi en médecine légale et sur la prise en charge des victimes. La Covid a vraiment été une période charnière avec, pas au moment du confinement, mais à la fin. Quand on est revenu plus ou moins à une vie normale, une explosion des révélations de violence, qui avait déjà commencé avant avec MeToo, mais qui a quand même été plus explosé, surtout chez les enfants. Et là, on a commencé depuis 5-6 ans à s'intéresser à l'aspect psychologique, au retentissement des violences sur les gens, et aussi au fait qu'en tant que soignant, en tant que professionnel de santé, on est quand même en première ligne pour repérer les violences chez les patients. Voilà. Alors, c'est un phénomène très compliqué, les violences. À la fois, les soignants doivent les repérer chez leurs patients. Je dis doivent, hein, c'est vraiment un mot que j'emploie vraiment volontairement. C'est pas une obligation légale, mais c'est une obligation morale, quoi. C'est-à-dire, vous allez avoir accès au corps des gens, à leur peau, vous allez les voir nus, vous allez avoir accès à une intimité que d'autres soignants n'ont pas, hein. Même les médecins parfois vont pas regarder aussi bien que vous. Et donc il faut que vous appreniez à détecter, et ce d'autant plus que beaucoup de patients, de victimes de violences révèlent avant tout à des professionnels de santé. C'est plus facile d'en parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, et en plus de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, vous êtes en plus quelqu'un qui est réputé comme étant à l'écoute et dans l'empathie. Donc ça fait une double raison qui font que les gens, quand ils révèlent, et vous savez que les violences, ça, c'est difficile à dire, mais quand ils disent, en fait, ils peuvent en parler à un professionnel de santé qui n'est pas forcément leur médecin, qui peut être tout professionnel qui aura l'air à l'écoute. Est-ce qu'il y a bien, oui, j'ai eu raison de vous faire commencer comme ça, parce qu'il y a quand même un lien avec la Maison des Femmes, non? Oui, alors en fait, la Maison des Femmes, moi je travaille donc à l'Institut médico-légal, c'est à l'hôpital Trousseau, mais il y en a dans tous les CHU et dans quelques hôpitaux non CHU. Et en fait, on travaillait surtout pour la justice. On faisait des autopsies, on voyait des victimes à la demande de la justice. Alors, ça fait beaucoup d'activités à Tours, hein. On n'est pas une ville très criminogène, hein. C'est pas le Bronx, quoi. Mais vous voyez, par exemple, quand j'ai commencé, en 2007, on avait examiné sur l'année 60 victimes de violences sexuelles à la demande de la justice. L'année dernière, en 2023, on en a examiné 635. Ouais. À la demande de la justice. Ça fait x10, d'accord? Et des mineurs, par exemple, victimes de maltraitance, on en a examiné, quand j'ai débuté, donc pareil, en 2007, on en a examiné 100, et l'année dernière, 1200. Oui, et donc c'est pas parce qu'il y a plus de violence à Tours, c'est parce que c'est mieux révélé, mieux pris en compte, mais c'est phénoménal. Alors, la Maison des Femmes, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est Rada Hatem, vous la connaissez peut-être, c'est une gynécologue qu'on voit à la télé. Elle a commencé en Seine-Saint-Denis, vraiment un département où il y a sûrement plus de besoins qu'ici. Et elle a monté une structure à l'hôpital. Ça, c'est super important. C'est au sein d'un établissement où les femmes sont prises en charge de manière assez large, multidisciplinaire, pour essayer de les accompagner. C'est des femmes victimes de violences. C'est le point commun, la porte d'entrée de toutes ces femmes. Et pour les accompagner dans leur reconstruction, leur prise d'autonomie, leur séparation de la personne violente. Mais ce n'est pas que les violences au sein du couple pour la Maison des Femmes, c'est tous les types de violences. Disons que c'est une structure qui aide les femmes à s'échapper et à se libérer de la violence. Et Rada Hatem, son travail, ça a été de dire, voilà, ma structure est montée dans le 93 et on va essayer de faire en sorte qu'il y en ait une dans chaque département. Et donc, elle a commencé à essaimer son modèle. Et à Tours, il y a eu une instruction nationale, hein, elle a fait un gros travail politique. Et à Tours, on a monté en 2021 au CHU un service de soins, une petite unité. C'est pas un énorme service parce que les moyens alloués ne sont pas
très important, mais une unité qui a ouvert à Bretonneau en 2021 sur le modèle de celui fait par Ada Hatem. Et bien sûr, on peut parler de celui de Tours, mais il y en a dans d'autres départements avec à chaque fois des fonctionnements un peu différents, mais dont le point commun, c'est d'être une unité de soins et de fournir du soin pour les patientes victimes de violences. Merci beaucoup. D'ailleurs, la Fondation est partenaire de la Maison Seine-Saint-Denis. Et globalement, c'est aussi pour ça qu'on trouvait vraiment intéressant de vous entendre. Mais il y a aussi, je veux aussi vous entendre sur le fait que vous faites justement vers les soignants, vous faites aussi une action particulière. Alors, en fait, et ça aussi, c'est une prise de conscience que j'ai eue dans mon travail d'enseignante au fur et à mesure des années, c'est que au début, quand j'enseignais la médecine légale, je me disais il faut enseigner comment examiner un corps. Et aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est enseigner aux professionnels de santé, de tous les professionnels, comment repérer les violences et dépister les violences. C'est-à-dire que ça, c'est un travail capital. Recevoir les femmes, les prendre en charge, les aider, c'est très important. Mais former les professionnels de santé, c'est aussi important. Parce qu'on ne pourra s'en sortir de ce phénomène de violence faite aux femmes, mais aussi aux hommes. Hein. Il y a aussi des hommes victimes de violences, il y a des gens non-binaires, il y a tout. À partir du moment où on est un individu et où on est sous l'emprise d'un autre individu ou d'un groupe, on est victime de violence. Mais c'est vrai que les femmes, en nombre, sont plus importantes. Il faut que les professionnels de santé apprennent à dépister ces phénomènes. Et donc, c'est vrai que mon travail, c'est de dire attention, probablement que dans les patients et les patientes que vous allez avoir soit une femme sur 7 à peu près qui subit des violences au moment où vous la voyez. Donc, c'est bien plus fréquent que d'autres maladies que vous apprenez. C'est plus fréquent que le diabète, c'est plus fréquent que l'asthme. Je ne dis pas que la violence est une maladie, c'est plus compliqué que ça. D'accord, c'est multifactoriel, c'est pas que un problème sanitaire. Mais la particularité de santé est super importante. Quand vous avez des femmes qui ont des maux de tête chroniques depuis des années, ou des maux de ventre, ou des douleurs au rachis, des lombalgies depuis des années, si on a éliminé toutes les autres causes, parce que je dis pas que toutes les douleurs sont dues à des violences, mais quand on a tout éliminé, il faut penser à ça. Parce que les violences répétées dans la vie, ça peut entraîner des douleurs chroniques. Donc, il faut penser à ça. Il faut penser à ça quand on a des personnes déprimées, qui ne dorment pas, quand on a des gens qui font des fausses couches à répétition. Enfin, il y a tout un tas de conséquences sur la santé. Et donc, moi, mon travail, c'est de dire aux soignants, une femme sur 7, un enfant sur 10, victime d'abus sexuels. C'est-à-dire, vous avez une classe de 30 enfants, il y en a 3 qui subissent des abus sexuels. Donc, il faut savoir... Une fois qu'on a ce chiffre incroyable en tête, il faut savoir quels sont les 3 enfants. D'accord ? Il faut les repérer pour les aider et les extraire de ces souffrances. Mon travail, c'est d'essayer de faire repérer ces situations aux professionnels en leur disant « Votre travail est bien plus dur que le mien ». Moi, à l'Institut médico-légal ou même à la Maison des femmes, les gens arrivent et ils ont déjà dit qu'ils subissaient des violences. Donc finalement, le job est facile. Je dis ça avec cynisme. Mais c'est vrai, le plus dur est fait. Ce qui est dur, c'est de se dire, tiens, cette personne-là, que je ne connais pas, mais ça pourrait être quelqu'un de mon entourage aussi, la difficulté existe aussi. Cette personne-là, les bleus ont l'air un peu bizarres, elle dit qu'elle est tombée de l'escalier, mais quand on tombe, déjà on ne tombe pas facilement de l'escalier quand même, ça n'arrive pas souvent. Et puis elle a qu'un bleu autour de l'œil, alors quand on tombe de l'escalier, est-ce qu'on a vraiment qu'un bleu autour de l'œil ? Elle me dit, elle est triste, elle pleure, elle dort pas, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose là-dessus ? Et c'est dur parce que c'est intrusif, ça veut dire qu'on rentre dans la vie des gens et que ça se trouve, la personne, elle dort pas pour d'autres raisons. Et quand on dit, est-ce que vous subissez des violences ? On peut rompre le lien soignant-patient. Mais il y a quand même, statistiquement, étant donné le nombre de victimes de violences, il y a quand même des risques qu'on tombe sur une situation de violence. Donc, il vaut mieux poser la question de manière systématique et que la personne dise « Oh ben non, pas du tout, pourquoi j'ai une tête à être frappée ?» Bon, mais elle ne vous en voudra jamais. Vaut mieux faire ça et puis se tromper et puis tomber parfois sur une vraie victime, une victime qui aura besoin d'aide et qu'on pourra aider grâce à ça. Bon.
En vous écoutant, vous disiez au tout début que vous aviez un métier qui n'était pas un métier de soignant. En revanche, il y a une notion de soin quand même. Alors, oui. Vous disiez de repérer tout ça. En fait, il y a du soin. Là. Alors, mes collègues qui travaillent à la Maison des Femmes sont vraiment dans une démarche de soin. On en a fait une unité fonctionnelle assez distincte de la médecine légale, même si ça dépend du même service, parce qu'effectivement, c'est pas le même travail. Alors, avec le recul de 15 ans, maintenant 16 ans de travail, je dirais que aider quelqu'un qui est dans une procédure judiciaire, constater les blessures, expliquer à un policier qui va après faire l'enquête en quoi cette personne est victime de violence, ça aide quand même. C'est une forme de soin. Donner à quelqu'un un statut de victime, c'est aussi une forme de soin. Mais c'est assez éloigné de vous, le soin que vous faites vous. Et à la Maison des Femmes, par contre, c'est vrai qu'il y a un accompagnement plus global qui sort du judiciaire et qui est vraiment plus tourné vers, voilà, cette personne a des maux de tête chroniques, vers qui on va pouvoir l'orienter pour que ses maux de tête s'améliorent. Cette personne a pris beaucoup de poids parce qu'elle a subi un inceste dans l'enfance, donc on va essayer de lui faire voir à la fois un psychologue, peut-être un psychiatre, voire même une diététicienne, tout simplement, pour essayer de résoudre les problèmes alimentaires. Et tout ça, vraiment, c'est du soin, oui, c'est vraiment du soin. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à ce que je vous disais au début, on prend en considération l'aspect psychologique des violences. Même quand il y a des violences physiques, il y a un aspect psychologique. Même quand il n'y a pas de violence physique et qu'il y a des insultes, des humiliations, il y a une répercussion psychologique, quasiment dans tous les types de violences. Donc c'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Pardonnez-moi, c'est peut-être une question idiote, mais est-ce qu'on peut être dans le soin et avoir été... victime, d'être dans cette situation-là. Est-ce qu'on peut soigner quelqu'un d'autre quand soi-même dans une telle situation? Alors ça, j'ai du mal à répondre parce que, en fait, statistiquement, oui. C'est-à-dire qu'il y a tellement de victimes de violences que dans toutes les équipes de personnes qui s'occupent des victimes, il peut y avoir des personnes qui ont eux ou elles-mêmes été victimes, voire même qui le sont encore. Mais... donc oui, bien sûr, et puis nous, on ne le sait pas. Enfin, je veux dire, quand on recrute quelqu'un, on ne lui demande évidemment pas. Mais les gens qui ont été victimes de violences, qui font du soin et qui seraient attirés par ce type de service, j'aurais tendance à dire, attention, travailler dans une unité d'aide aux victimes, que ça soit en pédiatrie ou pour les femmes ou en médecine légale, ce n'est pas thérapeutique. C'est-à-dire, il ne faut pas le faire pour s'aider soi-même. D'accord ? Si on a fait un travail sur soi-même après des violences et que c'était une étape de sa vie et qu'on s'est reconstruit, et qu'on se sent... pourquoi pas ? Mais disons que si les violences sont en cours ou si on n'a pas tout résolu ou si ça va encore mal, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà. Moi, c'est un conseil parce que c'est quand même des services difficiles qui mettent à l'épreuve les personnes qui y travaillent. Avoir ces récits tous les jours de violences, de victimes, c'est quand même compliqué. Il faut pouvoir l'ingérer. Alors, on me fait signe que le temps est un peu dépassé, mais juste, tout à l'heure, il y a une question qui a été posée en disant, mais la conciliation vie personnelle, vie professionnelle, quand on termine la journée, est-ce qu'on arrive dans des métiers comme ça, dans des situations comme ça, le soir, enfin au moment où on arrête de travailler, de fermer la porte, quoi? Alors, moi, oui. C'est-à-dire que, mais c'est avec l'expérience en fait. C'est ce que disait tout à l'heure, ce que vous disiez, madame. Moi, oui. Moi, maintenant, en fait, ce que je ramène chez moi, c'est les problèmes de gestion de service en tant que chef de service. C'est ça qui m'empêche de dormir la nuit. C'est quand même... C'est pas génial non plus. Ouais, c'est pas génial. Mais disons qu'avec le temps, j'arrive vraiment à scinder sans que ça soit de l'indifférence. Mais vraiment, je ramène jamais d'histoire chez moi. C'est-à-dire, je repense jamais à un cadavre et je repense jamais à une histoire de violence qu'on m'a racontée. Mais au début, oui. C'est-à-dire, ça m'empêchait pas de vivre, mais il y a des histoires, et notamment celles qui touchaient les enfants et celles qui touchaient les personnes âgées, en fait. On a toujours eu des personnes âgées qui se font cambrioler, ou des personnes handicapées dont on utilise la vulnérabilité. Et ça m'atteignait. Je me disais, mais pourquoi ? Comment c'est possible ? Alors, j'ai pas répondu au pourquoi, mais disons que je mets plus de distance. Voilà. Après, il faut pas que ça devienne une distance trop importante, parce que il faut quand même avoir une empathie. Sinon, vous voyez, donc c'est quand même une distance qui est difficile à trouver. C'est la raison pour laquelle je pense que les gens qui vivent ça ou qui ont vécu ça doivent réfléchir avant de se lancer dans ce type d'investissement.
Donc on appellerait ça une sorte d'empathie distanciée, quelque chose comme ça? Je ne sais pas comment appeler ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Il faudrait me faire ma propre introspection. Oui. Mais oui, disons que c'est le message que je voudrais faire passer. Ni une indifférence, ni une... Trop d'émotion, quoi. Ni trop d'émotion. Il ne faut pas que ça devienne émotionnel. C'est intéressant, d'ailleurs, toutes les deux, vous disiez la même chose. C'est la notion d'expérience. C'est la vie aussi qui permet de... À 20 ans, c'est quand même plus compliqué qu'à 40, quoi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Je suis d'accord. Alors, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 40, on l'applaudit.